Ça y est, c'en est fini de ce marathon des sables 2023. On est aujourd'hui une semaine après l'arrivée. J'ai la mer en face de moi, j'ai cette chance. Et voilà, je me suis interdit de penser à toutes ces belles images réjouissantes de cascades, d'eau gazeuse, de bières bien fraîches, de glace pendant le MDS qui sont devenues réalité depuis et je me suis bien rattrapé. C'est le moment, je pense, de faire un bilan de cette grande et belle aventure. Les épisodes sont encore en cours de diffusion au moment où j'enregistre ces mots, alors que l'épisode consacré à l'étape 5 n'est pas encore sorti. Je suis très heureux en tout cas de lire tous vos retours sur ce format qui est nouveau pour moi. J'avais déjà traité l'immersion, mais avec cette fois un angle qui était de vous faire vivre ma course, c'était une nouveauté. Et voilà, vos retours sont absolument géniaux et vous me faites tous ressentir à quel point c'est haletant et plaisant de suivre un peu à la façon d'une série Netflix ces aventures au fil des étapes. Donc voilà, merci vraiment pour vos retours enthousiastes. C'est toujours plein de questions quand on teste des nouvelles choses et le bilan que vous m'en faites en tout cas est super positif et encourageant. Donc merci beaucoup pour tout ça. Je vais rembobiner pas mal pour vous parler quand même de la phase amont que j'avais peu évoquée. J'avais imaginé à un moment vous faire suivre aussi toute la phase de préparation de ce marathon des sables et je me suis dit que ça allait prendre beaucoup de temps et que ça allait être compliqué à faire rentrer dans l'agenda. Donc j'ai préféré me concentrer vraiment sur la course en elle-même, mais je vais quand même vous raconter un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents, très brièvement. Donc cette préparation, pour moi, elle a commencé 5 mois avant le départ du MDS, donc on était début décembre 2022. Moi, je sortais du Half Marathon des Sables que j'avais terminé fin septembre, donc j'étais sur une queue de préparation de ce HMDS, et puis ensuite 2 mois un peu plus calme où j'avais décidé de couper. J'ai commencé d'abord avec le plan que Meryl Robert fournit habituellement et propose aux coureurs du Marathon des Sables. Donc il a 3 types de plans de mémoire qui s'adressent en fonction des ambitions de chacun, selon qu'on souhaite performer, alterner course et marche ou plutôt le marché, mais qui permet d'avoir déjà un cadre assez global et clair sur la façon dont on peut orchestrer ces semaines et de bien comprendre comment elles sont structurées, les semaines de bloc, les semaines plus calmes, les semaines où on charge. Voilà, vraiment d'avoir une vue assez globale de tout ce plan de préparation. Donc ça m'a vraiment aidé les toutes premières semaines, mais l'idée c'était que je sois accompagné de façon plus précise par Laurence Klein, que vous avez entendu à plusieurs reprises dans le podcast, qui a déjà gagné 3 fois le Marathon des Sables. Donc c'était une chance et un privilège pour moi qu'elle me donne la possibilité de m'accompagner sur ce projet-là. J'étais très en confiance avec elle, Laurence, que j'avais rencontrée l'année dernière sur ce même Marathon des Sables. Ce qui marche assez bien, moi, de manière générale, sur les phases de prépa, c'est vraiment ce côté très scolaire et très discipliné. Je suis assez bête et méchant dans ces cas-là, c'est-à-dire que j'aime assez bien savoir de quoi vont être faites mes semaines et qu'est-ce que je dois faire. Il faut avoir des idées très claires sur ça et très précises. Et ensuite, j'arrive assez bien en tout cas à faire en sorte de réaliser ça s'il n'y a pas de grosses contraintes d'agenda. Mais en tout cas, je sais que c'est très structurant pour moi d'avoir ce cadre-là. Et c'est une façon avec laquelle j'aime bien travailler. C'est une période qui est jamais forcément très simple pour se préparer. Là, décembre, janvier, février, on a plutôt envie de lever le pied. Dehors, il fait froid, il fait nuit tôt. Le soleil se lève tard le matin. Enfin voilà, c'est pas des conditions optimales, mais voilà, c'est toujours la même chose. Quand on sait pourquoi on le fait et quel est l'objectif qu'on vise, on trouve toujours la motivation et puis on regrette jamais vraiment d'être sorti faire une course à pied, ou même on regrette jamais du tout d'être sorti courir. Donc ça s'est vérifié aussi à l'usage avec moi pendant toute cette prépa. Je pense que ce qui a été le vrai enseignement et le vrai point positif, c'est le moment où j'ai réussi à me dire que cette prépa, elle devait trouver de toute façon sa place dans mon quotidien entre tout mon travail pour Course Épique, les autres projets de podcast sur lesquels je travaille par ailleurs, plus la vie perso, etc. Il fallait que ce projet-là, le temps requis, trouve sa place et que ça devienne absolument une priorité, et quitte à ce que ça rogne sur d'autres choses, mais que c'était essentiel pour imaginer faire quelque chose d'intéressant sur le Marathon des Sables, de pouvoir trouver de la place pour cet entraînement. Derrière ça, ce qui m'a guidé, c'était vraiment cette envie d'arriver sans doute sur la ligne de départ. C'est-à-dire que finalement, le seul paramètre que je maîtrise, c'est ma préparation. Après, la course m'appartient plus vraiment. Il y a plein de choses qui viennent interférer. L'idée, c'était d'être ce jour-là sur la ligne de départ de l'étape 1, en ayant fait ce qu'il fallait, en tout cas en ayant le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc c'est vraiment dans cette dynamique que je me suis mise et j'ai eu la chance de pas être blessé aussi. Donc ça a été très important pour moi d'évacuer les doutes, puisqu'ils ont été aussi très présents. C'est beaucoup de points d'interrogation au-dessus de la tête sur sa capacité à finir. Donc j'ai eu beaucoup de doutes au début qui sont finalement estompés au fil du temps, au fil de la préparation, au fil des mots qu'a su trouver Laurence aussi pour me donner confiance sur le fait que c'était possible d'aller au bout et que voilà, j'avais les clés en main pour imaginer y arriver. Donc par la force des choses, moi j'ai un peu fait le ménage dans mon champ sémantique avec en évacuant tous les
j'espère, les peut-être, j'imagine ou autre. L'idée, c'était de se dire que j'allais finir et puis advienne que pourra une fois la course lancée. Mais en tout cas, de ne pas laisser de place au doute et puis de finalement être assez intransigeant aussi avec tous les signaux externes qui pouvaient renvoyer des doutes à finalement moi me fermer les chakras et pas trop considérer mon entourage ou d'autres personnes, coureurs qui pouvaient être plus circonspects sur l'idée de finir le marathon des sables, de finalement pas prendre en compte ces messages pour rester vraiment sur une vague très positive. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'avais décidé de l'appréhender. Cette prépa, elle a été aussi jalonnée de courses, ça c'est chouette, c'était aussi des bonnes récompenses. Donc ça a commencé début janvier par une course de 40 km au Touquet dans le sable, donc ça c'était intéressant. Le format reste quand même atypique, surtout pour une course en France. C'est début janvier, il y avait déjà des copains, Geoffrey Plisson qui a très bien performé sur le marathon des sables, François avec qui j'ai couru ce marathon des sables aussi étroitement. Tout ça, ça fait que c'est des belles réjouissances et des beaux points d'étape. Et puis sportivement, quand ça valide une préparation, c'est aussi intéressant. Ça a été notamment le cas sur le marathon qui s'est bien passé pour moi, à nouveau à mon échelle, mais voilà, j'ai réussi à tenir une cadence comme il fallait sur les 42 km. J'ai amélioré mon RP de 15 minutes. Alors que c'était pas l'objectif, donc tout ça, ça m'a aussi donné confiance et c'était une façon de mesurer le fait que la préparation avait payé. Ce qui a été aussi très décisif, c'est la façon dont Laurence fait ressentir cette préparation et s'inclut dans le projet. Ça a été notamment le cas sur ce marathon où Laurence n'a fait que parler de nous en fait, n'a jamais dit tu vas aller jusqu'au 30e, tu vas aller en 5:30 et puis ensuite tu vas essayer de voir si tu peux aller un peu plus vite. C'était vraiment un nous inclusif. Et c'est des choses auxquelles moi j'ai beaucoup pensé à la fois pendant le marathon mais aussi pendant le marathon des sables, de se dire que finalement ce projet on le vit à plusieurs pleinement et ça je pense que ça responsabilise aussi et ça donne aussi envie de se dépasser individuellement. L'autre facteur clé aussi c'était vraiment de partager avec tous mes partenaires de tente qui sont des amis très proches, des personnes que j'ai rencontrées au Half Marathon des Sables l'année dernière, avec qui on a tout de suite créé cette boucle. Enfin, ce projet, il est né ensemble. Et puis ensuite, on a créé cette boucle de communication sur WhatsApp qui fait qu'on a un peu partagé tous nos doutes, nos convictions, nos petits coups de mou dans la prépa et autres. Donc voilà, c'est aussi très aidant de se sentir moins seul quand ça va pas ou de se sentir porté par la réussite des autres ou par la sienne. C'est vrai que ça a aussi vraiment permis de créer un climat très apaisé et puis de partager finalement toute cette préparation, de ne pas se sentir seul face à la responsabilité d'un tel événement. Il y a eu des semaines plus compliquées, d'autres où les charges étaient importantes avec 6 sorties par semaine, mais le vrai bénéfice de ça et la répétition de ces séances a fait que pendant le marathon des sables, la question s'est pas vraiment posée de retourner au fight tous les matins, parce que c'est un peu comme ça qu'on avait été préparé par Laurence avec repartir tous les matins, qu'on ait envie ou pas, avec les conditions s'y prêtent ou pas, préparer le corps et l'esprit à y retourner sans se poser vraiment de questions. Et ça, c'est vrai que ça a été très bénéfique, je pense, sur la gestion ensuite du marathon des sables. Le sprint final, c'est un exercice en soi. Je pense que c'est valable pour le marathon des sables, mais globalement, dans la vie, moi, ça me faisait penser à des départs quand on change de ville ou quand on change de pays, où à un moment, ça fait un petit moment qu'on a le projet en tête, ça fait un petit moment qu'on est en train de se faire les derniers au revoir et les derniers échanges avec chacun. Là, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'y être, ça y est, c'est le moment. Il faut que ça se concrétise. Donc voilà, ça a été un sprint final qui a été difficile avec évidemment boucler le boulot, parce que ça veut dire 10 jours de marathon des sables, c'est 10 jours sans bosser réellement. Sachant que moi, mon boulot était aussi lié à la préparation de ce marathon des sables pour course épique. Et puis surtout la gestion du sac. Donc là, c'est vraiment très complexe. Il y a l'alimentation, bien sûr, donc faire les bons choix, mais il faut aussi tester plein de choses, que ce soit sur le matériel obligatoire, que ce soit sur ses objets du quotidien, sur sa tenue et autres, être sûr qu'on ait vraiment les bons éléments, faire des bons arbitrages, chaussures de route, bâton, pas bâton, enfin plein de questions qui se posent avant de mettre le nez dans les grilles Excel en quête du moindre gramme. Moi, j'avais pris ça un peu de loin, mais j'ai finalement assez vite compris qu'on était réellement dans cette quête d'évacuer le moindre gramme inutile, même si j'ai pas été très très doué sur cette partie-là, avec mon sac qui a fait 9,4 kg au final. Mais en tout cas, j'ai bien vu la logique derrière ça. Et puis, il y a un petit pic de pression aussi quand commence à fleurir sur les réseaux sociaux à 10 jours de la course, les premiers sacs avec tous les petits sachets qui sont bien parallèles, classés par couleur, bien voilà, avec les chiffres, les indications sur chacun des sacs pour connaître les calories, le poids, combien d'eau il faut rajouter, etc. De voir tout ça posé proprement et que ça rentre dans un sac et que ça fait 7 kilos. Moi, j'étais vraiment loin de tout ça. C'était un gros bazar à moitié dans la cave, à moitié encore en livraison ou chez mon poids relais et le reste dans ma chambre. Donc, il a fallu un peu se concentrer là-dessus. Et ça a occupé pas mal de mes dernières nuits avant le départ. Ce qui fait que je suis pas parti non plus extrêmement reposé avec tout ça.
La chance qu'on a, c'est de pouvoir, quand on arrive sur le bivouac, on a quand même une nuit dans laquelle on peut faire les derniers arbitrages avec, puisqu'on a encore sa valise. Donc on a encore cette nuit-là pour emmener plein de choses, des vêtements plus ou moins chauds pour la nuit, des choix dans l'alimentation, etc. Enfin, plein de variables qu'on peut ajuster. Et puis au moment d'aller passer le contrôle technique, là on rend sa valise. Là on peut se délester de tout ce qui s'est avéré pas forcément adapté aux conditions du terrain. Donc ça permet aussi d'avoir un petit peu cette latitude-là et d'être plus flexible intellectuellement. L'autre gros stress, c'est d'oublier ne serait-ce qu'une chose ou de faire un mauvais choix. Je vous parlais des chaussures, par exemple. Est-ce que c'est exactement la bonne taille quand les pieds gonflent, quand il y a des pansements, etc. Est-ce que ça va bien résister à l'épreuve de la réalité? Est-ce que les chaussettes sont pas trop grandes, trop petites? Pareil, dans ces contextes-là. Moi, j'ai oublié des manchons de compression au mollet. Ça m'a un peu stressé parce que je cours toujours avec, habituellement sur les courses. Donc, je me voyais mal avoir les guêtres qui reposent directement à même la peau. Finalement, ça n'a pas posé de problème, mais j'avoue que j'ai pas tellement apprécié parce que quand on l'a pas, quoi. Il n'y a pas de plan B, pas d'alternative. Il y avait un gros sujet sur les bâtons que j'ai pris la décision de garder et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que il y a beaucoup de moments où c'est assez indispensable entre le sable mou, les longues périodes de marche et puis les petits moments d'ascension. Je pense que c'est relativement indispensable pour les gens qui sont pas en train de jouer le top 25. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment le coup pour 230 grammes de pouvoir s'appuyer sur ces bâtons. Voilà un peu pour tout ça. Donc, c'était vraiment une période, je suis parti un peu essoufflé déjà pour aller prendre l'avion en direction des Rachidia. Il y avait vraiment ce moment-là de se dire, ok, maintenant il faut que ça parte parce que là j'en peux plus, c'est trop stressant. Je pense que c'était compliqué à vivre au quotidien. Et puis, il y a eu un petit point de bascule très particulier, très inattendu en fait. À 2 jours de départ, je suis allé voir mon podologue, Thomas Mounet, pour ne pas le citer. C'était je pense, la 4e fois que j'allais le voir pour régler les semelles, etc., entre les semelles de course, les semelles spéciales pour le marathon des sables, etc. Lui-même l'a déjà couru, connaît très bien un bon nombre de podologues qui sont présents sur place et puis bon nombre de coureurs qui y étaient cette année. Donc c'était très sympa de pouvoir échanger avec quelqu'un aussi mobilisé sur le sujet. Et puis, il m'a annoncé qu'il installait le suivi des coureurs, que c'était diffusé sur son écran d'ordinateur qui était vraiment dans son cabinet. Donc, en gros, qu'il allait vivre ce marathon des sables en direct et au quotidien avec nous tous. Donc ça rendait vraiment le départ imminent. Et je pense que voilà, au moment de se dire au revoir, avec Thomas, on se connaît assez peu, mais je pense qu'on s'apprécie. Voilà, l'étreinte qu'on a eue m'a fait prendre conscience que ça y est, là c'était le grand saut. Donc ça a été un peu vertigineux parce que là ça devenait concret. Je comprenais peut-être seulement à ce moment-là que j'allais prendre le départ du marathon des sables réellement. Et il se trouve que c'était dans 2 jours. Donc voilà, là c'était un espèce de au revoir qui aurait presque pu être un adieu dans son intensité. Et surtout une bonne chance qui était très sincère et qui m'a touché, qui m'a fait prendre conscience que ça y est, le grand jour allait arriver. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur toute la phase préparatoire et sur la phase amont, avant le grand saut. Tout ce qui est sur la course, vous avez pu le vivre au fil des étapes qu'on a partagées ensemble. Je voulais vous raconter un peu ce que moi j'avais apprécié. Globalement, ce marathon des sables, pour moi, il s'est passé au-delà de mes espérances et de mon seul objectif qui était de finir finalement. Ça a été une chouette réussite à mon échelle à nouveau, avec tout le recul qui s'impose pour apprécier ça. Mais je suis très content de la façon dont ça s'est passé. Ce qui, selon moi, explique que ça a bien pu se passer, c'est la prépa de Laurence, qui était à la fois d'un point de vue physique et aussi le soutien psychologique et puis ces mots répétés qui me disaient que j'allais le faire. C'est sûr que ça me met dans des dispositions qui sont très favorables. Donc ça, c'est le socle indispensable. C'est cette partie-là physique où il faut arriver prêt, évidemment. Puis si on est dans des dispositions psychologiques favorables, c'est un vrai plus. L'autre point, c'est vraiment la dimension humaine et puis la tente dans laquelle j'étais, la tente 105. C'était un véritable cocon qui était composé d'amis très proches, qui sont France 3 et Julien. Et puis, personnes que j'ai rencontrées à l'occasion du Half Marathon des Sables, avec qui on a créé un lien très fort et construit ce projet ensemble. Donc voilà, je pense à vous, Hélène, Peter, Raphaël, Lucille, Yvan. On a vraiment construit ce projet ensemble et c'était génial de vous avoir. Et c'était vraiment un terrain de réconfort absolu, cette tente. Et on en a bien besoin parce qu'on a passé quand même un bon moment. Donc merci à vous parce que sans vous, ça se serait absolument pas passé comme ça, c'est une certitude. Les partenaires d'étape fidèles aussi, au gré de chacune des journées, puisque j'ai couru alternativement avec François et Julien. Ça aide aussi beaucoup pour faire passer le temps quand on se connaît bien. On fait salon de thé, on discute. Il y a plein de gens qu'on a pu rencontrer. Vous avez pu vous en rendre compte sur les différents épisodes, des gens croisés par hasard. C'est vrai que quand on est par niveau,
On retombe souvent sur le même profil, donc ça crée des liens aussi. Donc c'est sympa de se retrouver sur un CP qui sont aussi un îlot d'humanité très précieux. C'était aussi très chouette de pouvoir, pendant les étapes, partager ça le plus largement et pas être seul face à soi-même dans les moments difficiles. Ce qui s'est bien passé aussi, c'est la gestion. Finalement, c'est un gros sujet qu'on a compris assez rapidement. C'est que par gestion, qui nous semblait être le maître mot, on entendait la gestion sportive. Mais en réalité, on est bien au-delà de ce seul cadre sportif que veut une course en autonomie, puisqu'il y a la partie médicale, il y a la partie nutrition, l'hydratation, la récup, le sommeil, enfin voilà, tous ces points-là sur lesquels il faut être au taquet et très vigilant. Et je suis content d'avoir pu agir un peu contre nature, où moi j'ai tendance à un peu laisser filer les choses et faire confiance à l'avenir. Là, j'avais été assez sensibilisé au fait que dès qu'il y a un pépin qui pointe le bout de son nez, notamment sur la médicale, de vraiment prendre les devants et de pas attendre que ça prenne le risque de dériver et que ce soit après très compliqué. Donc voilà, j'ai essayé d'anticiper à la fois les besoins médicaux, d'anticiper mes besoins en hydratation, en nutrition, pour éviter les coups de pompe pendant les étapes ou en dehors. Donc ça, c'est vraiment une chose qui a été, je pense, assez précieuse pour moi et sur laquelle je me suis un peu fait violence. Autre point positif, c'était la connaissance des lieux. En fait, j'étais venu l'année dernière pour le podcast, donc c'est vrai que globalement, le contexte, je le connaissais, même si je l'avais pas éprouvé avec cette casquette de coureur. Mais j'avais l'esprit, en tout cas, je le connaissais. Et puis j'avais des têtes auxquelles je m'étais énormément attaché l'année dernière, que je prenais plaisir à retrouver cette année. Ils se reconnaîtront. Et donc ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. Il y a aussi beaucoup de nouvelles têtes qui sont venues apporter beaucoup de chaleur aussi dans cette aventure. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'on se sent dans les bonnes dispositions. Le gros sujet pour moi aussi, c'était vraiment de mêler à la fois cette approche de coureur et puis aussi de podcasteur pour course épique. Finalement, la technique a peut-être contribué à m'aider, puisqu'on a eu des problèmes de connexion pendant 2 jours qui ont fait que j'ai pas pu envoyer les épisodes que je prévoyais de diffuser du jour au lendemain. Mais concrètement, ce que ça impliquait, c'était que Evan, qui assure le montage à Paris, mette en ligne sans que je puisse réécouter, et qu'on puisse vraiment rentrer dans le détail de chacun des épisodes. Donc on avait défini un canevas, mais voilà, c'était un peu plus sans filet. Finalement, le problème technique, plus le fait qu'au moment où le problème technique soit résolu, ce soit le moment de l'étape longue, qui impliquait que je passe une nuit dehors et donc pas d'épisode à envoyer le lendemain, je me suis dit que le plus simple, c'est d'envoyer les épisodes, les partager avec vous à mon retour, en fait, et de pouvoir faire le travail le plus proprement possible, quitte à ce qu'on soit pas dans des conditions de quasi direct. Donc ça a un peu allégé aussi la pression sur cette casquette podcasteur, puisque finalement l'enjeu était plus exactement le même, en tout cas, et la charge de production n'était pas exactement la même. Voilà un peu sur cette partie-là aussi, mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Sur la partie mentale, c'est sûr que les mots de Laurence, vous l'avez compris, ont été très précieux. Moi, j'ai retenu ce qu'elle m'avait dit en amont, de prendre du plaisir, de me dire que j'ai de la chance d'être là, que j'ai choisi d'être là. C'est vraiment des choses que je me suis martelé à plein de moments, même si c'était difficile, qu'il faisait 50 degrés et que c'était une ligne droite interminable, de se dire, j'ai de la chance. Une des façons de le faire, c'est une question que j'avais posée à des coureurs autour de moi, et notamment Alix, en lui disant, t'étais où à la même heure il y a une semaine? Et finalement, le fait de déjà mettre 30 secondes à se souvenir de où on était il y a une semaine à la même heure, plus de se dire que finalement on était probablement soit dans un bureau, soit dans un bus, soit en train de faire quelque chose de moins fondamental que ce qu'on vivait à ce moment-là, ça permettait de se dire qu'on était à sa place à ce moment-là. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre et à réaliser que même si dans l'instant la situation est compliquée, que j'ai globalement une chance infinie d'être là. L'autre chose, c'était sur cette idée d'abandon et finalement de se raccrocher à des envies du quotidien, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir manger décemment et autres. De se dire que finalement, je rêvais de ce moment-là à Ouarzazate, mais que si j'y étais là, finalement, j'aurais pas réussi ce que je voulais et que ce serait terriblement frustrant. Donc, de se dire que oui, ce moment-là à Ouarzazate, il allait exister. C'était juste qu'il fallait pas qu'il existe avant le samedi de fin de course, parce que sinon, ça aurait été terrible. Donc, il existerait d'une façon ou d'une autre, mais que s'il existait avant, finalement, c'était pas une bonne chose. Et donc, je voulais à tout prix éviter de penser à Ouarzazate, puisque j'aurais pas voulu que ça puisse arriver avant le samedi qui marque la fin de l'épreuve. Et pour ça, finalement, le chemin le plus direct, c'était de mettre un pas devant l'autre et puis se dire que, quelle que soit la difficulté, quel que soit le prix de ce pas à cet instant-là, Ouarzazate, c'était tout droit en fait, et qu'il fallait que j'avance comme ça. Et quand bien même il restait 150 km ou peut-être 10, c'était le chemin le plus direct pour rentrer à la maison. L'autre point clé, c'était l'étape de 90 km, qui était une inconnue pour moi et qui était un véritable épouvantail, à titre personnel et je pense pour l'ensemble des coureurs. Personne baisse vraiment la garde avant que cette étape n'arrive. J'y suis allé prudemment. Le fait de me dire qu'on avait 36 heures, au moment où j'ai compris en tout cas, j'ai eu cette espèce de révélation qu'on avait 1 jour et demi pour faire ces 90 km.
je me suis dit que ça passerait d'une façon ou d'une autre, donc il fallait finalement la gérer avec le plus de philosophie possible. Et puis l'idée, c'était aussi de pas baisser la garde. J'avais l'expérience après le half-marathon des Sables, après un 60 km où j'avais tellement mis d'engagement sur cette étape qui me faisait peur que finalement j'étais démobilisé le lendemain sur une étape plus courte qui s'est très mal passée. J'avais aussi un peu peur que ce schéma se reproduise cette année. Et c'est probablement aussi pour ça que j'ai mal géré le 42 km du lendemain, qui était la dernière étape chronométrée, parce que pas envie que ça foire alors qu'on a fait le plus gros morceau. Mais très content de cette étape de 90 km qui a été un moment assez magique, notamment les passages de nuit sous le ciel étoilé du Sahara avec des très bons amis. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est un moment de privilège absolu. Dans les autres choses qui ont bien été, il y a tous les encouragements que j'ai pu recevoir à la fois sur place, à la fois sur les réseaux, à la fois par vos courriers imprimés qui étaient distribués tous les soirs. Tout ça, ça compte énormément. Donc j'avais plein de petits flashs, plein de petits mots-clés qui revenaient au fur et à mesure de la journée pour m'aider à avancer et à continuer. Donc merci vraiment pour tout ça. C'était extrêmement précieux pour moi. Et puis voilà, si on dézoome un peu et que je sors juste de moi mon cas, on est là pour soi et pour son aventure, mais on observe aussi les autres. Et il y en a d'autres qui se battent. Je pense notamment à Joseph et Enzo qui étaient en Joëlette, qui étaient entourés de leur équipe. Il y avait des coureurs sourds-muets, des coureurs amputés. Il y avait aussi cette idée d'être conscient de la chance, d'être valide et de pouvoir donner le maximum, d'être en capacité d'essayer de le faire. C'est vrai que c'est une chance. Et puis de les observer eux, c'est évidemment une source d'admiration incroyable. Donc ça motive aussi pour soi et ça donne envie de se dépasser. Et puis il y a aussi les élites qui, par leur discipline, par leur résilience et par leur simplicité, c'est aussi ça la beauté de notre sport, sont aussi des modèles et donnent envie de reproduire le schéma, ou en tout cas d'avoir une même envie de se dépasser. Je pense notamment à Marilyn Nakache, à Élise Delannoy, à Mathieu Blanchard, à Eric Clavry, Geoffrey Plisson, enfin voilà. Tous ces coureurs-là qui sont aussi au fight et dans des conditions encore plus extrêmes que les nôtres, puisqu'ils ont un enjeu de performance derrière. Donc je suis aussi admiratif de ce qu'ils font et puis de la simplicité finalement avec laquelle on échange sur les bivouacs et on partage des instants sur les dunes quand ils sont amenés à nous dépasser, quand ils partent loin après nous. Donc tout ça, c'est pour moi des choses très positives qui, je pense, ont contribué au fait que ce MDS a été à mon échelle une réussite. Je pense qu'il y a aussi une part de chance qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que je considère qu'il y a tellement de paramètres dans la réussite de cette course que on ne les maîtrise pas tous. Donc on a beau être idéalement préparé, parfois le sort vous échappe. C'est arrivé à des amis proches qui ont dû abandonner pour différentes raisons alors que ils n'étaient pas moins bien préparés, mais c'est juste un concours de circonstances qui fait que parfois ça tourne pas comme prévu. Donc voilà, je pense aussi à eux et à la déception qu'ils ont pu connaître. Je sais combien ça peut être difficile après autant d'engagement. Donc voilà, je pense aussi particulièrement à eux et puis à tous ceux qui malheureusement n'ont pas pu finir ce marathon des sables. Ce que ça m'a appris plus globalement, c'est la capacité d'adaptation humaine. Moi, je considère que c'est la plus belle capacité qu'on puisse avoir. Et c'est vrai qu'au bout de 24 heures, on avait déjà tous un modus operandi qui était très clair et une capacité à s'adapter et à finalement domestiquer ce quotidien qui devenait le nôtre avec plein de gestes dont on prenait un peu l'habitude au fur et à mesure. Donc plein de choses à réapprendre. Et puis finalement, on se pose plus de questions très rapidement. Ça devient notre quotidien d'évoluer sur un bivouac, dans une tente et de gérer son hygiène, son alimentation, toutes ces choses-là de façon très rudimentaire. Finalement, on s'habitue à ça. Et puis cette idée derrière, le confort, finalement, c'est une notion relative. J'avais le souvenir l'année dernière, quand j'avais fait la première étape seulement, d'être très content de me dire qu'à l'arrivée, j'avais une petite douche du désert qui m'attendait et un petit matelas sur lequel me poser et me dire les pauvres coureurs qui, eux, rentrent dans leur tente avec un tapis berbère posé au sol sur des cailloux et qui doivent récupérer dans ces conditions-là. Ça va être horrible pour eux. Finalement, cette tente berbère-là, c'est devenu mon chez-moi pendant 6 jours et c'était ma récompense et c'était ma motivation. Quand on était au loin et qu'on voyait le bivouac, je disais à mes partenaires de course, regardez là-bas, je vois notre chambre. Et c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. Et finalement, le réconfort, il était sur ce petit bout de toile au-dessus de notre tête et puis sur ce tapis sur lequel on s'allongeait. Finalement, c'était ça notre bonheur et ça notre réconfort. Donc finalement, on s'adapte quand même bien aux situations et c'était confortable en fait à notre niveau et c'était une belle récompense. Il y a l'encadrement au sens large aussi de la course avec beaucoup de chaleur. On n'en avait pas besoin, mais en tout cas beaucoup de chaleur humaine. Et c'était un plaisir de voir toutes ces têtes connues à chaque ravito, tous les bénévoles, tous les médecins qui ont contribué aussi à nous aider et à panser nos plaies. C'était très agréable. La direction de course, évidemment. Voilà, tout ça, c'est des acteurs, les équipes médias, les équipes prod, tout ça, c'est des gens qui comptent et qui font en sorte qu'on a aussi envie d'avancer. J'ai aussi déconnecté, étonnamment. J'ai quand même passé pas mal de temps sur les réseaux pour relater la course.
puisque Instagram fonctionnait à peu près bien là où il était impossible pour moi d'envoyer des fichiers audio. Donc je voyais passer quelques messages et il y avait une connexion quand même minimale au monde extérieur. Malgré tout, je suis sorti de l'actualité et du quotidien pendant 8 jours, j'y ai absolument pas pensé. Donc ça, c'est aussi ce que viennent chercher, je pense, les coureurs au Marathon des Sables et que moi j'ai ressenti quand bien même j'étais le plus connecté des déconnectés. À titre personnel, ce Marathon des Sables, il m'a appris des choses, voilà, plus sportives. Voilà, c'est ma capacité, je pense, à tenir des efforts longs. Ça, c'était une bonne surprise. Et quand même, je sais qu'il n'y avait pas de pression de la barrière horaire. J'ai réussi à tenir de façon assez constante sur la distance. Je pense que finalement, je me débrouille pas trop mal en marche. Donc ça, c'était vraiment agréable. Donc peut-être que tout ça, ça peut ouvrir un nouveau champ des possibles et des nouveaux types d'efforts pour la suite. On verra bien. Mais en tout cas, c'était agréable de voir que finalement, physiquement et avec la prépa de Laurence, ça a bien tenu. Et puis évidemment, il y a eu plein de moments magiques dans ce décor. Le désert, c'est quand même quelque chose d'une puissance absolue. Je pense notamment le matin, c'est un moment que j'aime beaucoup, avec un bivouac qui s'éveille, une espèce de brume, de chaleur, des couleurs très jaunes, ocre, etc., un peu brumeuses, qui sont absolument sublimes. Ça, c'était un moment très privilégié. Il y en a eu beaucoup aussi. Donc tout ça, ça marque aussi, au-delà de tout ce qu'on a pu vivre, c'est vrai que le cadre dans lequel on évolue et ce désert nous renvoie quand même face à nous-mêmes et à notre petitesse. Et puis c'est assez merveilleux de voir l'horizon, de voir un ciel étoilé comme ça, aussi beau. La nuit, c'est fabuleux. Dans les choses peut-être plus nuancées, ou en tout cas à questionner, nous, le serment qu'on s'était fait, c'était à 8 nous partis, mais à 8, nous n'arrivâmes pas malheureusement. Une des personnes qui était avec nous dans la tente a connu une hyperthermie sur l'étape 3, a dû être évacuée en hélicoptère, donc c'est sûr que c'est toujours douloureux, en premier lieu pour la personne qui vit ça, mais aussi pour le reste de l'équipe, parce que on avait envie de le faire ensemble et de le réussir ensemble. Donc ça n'enlève rien du mérite, voilà, à ceux qui nous quittent prématurément. C'est juste difficile. Il y a quand même là une absence qu'on ressent les jours qui suivent, parce qu'il y a une personne qui est plus là, quoi, dans la tente. Et je sais qu'il y a des tentes où il y a plusieurs tentes qui se sont retrouvées à une personne sur les 8 qui restaient. Alors là, c'est encore plus compliqué. C'est même pas autorisé par le règlement, mais voilà, l'hécatombe a été quand même très forte sur cette édition. Et donc, c'était un peu le lot de beaucoup de tentes. C'est toujours un renoncement au projet initial qui était de se dire qu'on allait tous y arriver ensemble. Donc, cette personne nous a accompagnés dans le cœur jusqu'à l'arrivée. Et puis, on était aussi très heureux de réaliser tous ensemble ce beau défi et d'aller chercher cette médaille aussi pour elle. Sur l'hydratation, moi, ça a été mon gros sujet. J'ai jamais été très large, donc je me suis vraiment retrouvé dans des arbitrages entre prendre un dessert ou faire une lessive le soir, parce qu'on on avait vraiment géré tout le stock d'eau pour se nourrir, pour aller jusqu'au checkpoint du lendemain matin, pour l'hygiène, pour se laver les dents, pour faire un petit peu de lessive, tout ça pour réhydrater l'alimentation. Donc tout ça fait que il fallait être un peu prudent, et moi j'ai mal géré, notamment le premier jour où il a fallu gérer l'autonomie hydrique. Je me suis un peu enflammé et j'ai vraiment été très contraint sur l'eau, et ça c'est pas très agréable. Et globalement sur les étapes, j'ai vraiment dû faire attention parce que je bois énormément et j'étais pas très serein là-dessus. Il aurait pas fallu qu'il y ait vraiment de pépins ou que j'ai un gros coup de mou qui me fasse passer 1 heure de plus dehors, parce que j'aurais, je pense, du mal à tenir avec l'eau. Alors il y avait toujours la possibilité d'avoir de l'assistance hydrique. Mais voilà, sur l'autonomie d'eau, moi, c'est la chose dont j'ai le plus souffert. Et aussi le fait de boire de l'eau chaude une bonne partie de la course. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est un peu fatigant et qu'on rêve d'une eau glacée. C'est arrivé en temps voulu. J'ai bien en tête après que cette expérience, elle a été vécue de façon quasi idéale de notre côté. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. À nouveau, je pense qu'il y a une part d'irrationnel ou de chance qui a fait que ça s'est bien passé pour nous. Mais je sais que pour nombre de coureurs, ça a été l'hécatombe dans leur tente. Il y a eu peut-être des difficultés à s'adapter à des conditions qui étaient particulièrement délicates cette année. Peut-être parfois même un décalage entre les aspirations et le projet imaginé et puis la réalité sur place qui fait qu'on n'est jamais vraiment dedans. Peut-être aussi un peu de malchance. Enfin, un ensemble de choses qui font que d'autres coureurs, pour peut-être vous donner une autre lecture de ce Marathon des Sables. Moi, c'est une lecture très positive, mais je conçois que d'autres personnes l'aient vécu différemment. Un des autres points clés pour moi, ça a été à la fois cette déception, mais cette satisfaction que les personnes qui respectaient pas les règles du jeu aient été sanctionnées. Il y a eu 2 coureurs qui ont été sanctionnés, dont Rachid El Morabiti. Ils n'ont pas respecté les règles du jeu et ont fait appel à une assistance extérieure, ce qui est totalement contraire aux principes fondateurs de la course. Donc je trouve ça indispensable et normal que ces athlètes soient aussi sanctionnés si leur faute est avérée. Élite et amateurs doivent être logés à la même enseigne et puis vivre avec les mêmes contraintes par respect pour eux, pour les autres, et puis les autres concurrents directs avec lesquels ils se battent, que ce soit pour la première place ou la 800e.
Les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde et je trouve ça normal et sain que la direction de course ait pris une telle mesure, notamment à l'endroit d'un coureur qui est iconique et qui venait ici pour sa 10e victoire. Voilà, qu'il n'y ait pas de passe droit. C'est fondamental et c'est une décision qui a été saine et juste. Et heureusement qu'elle a été prise. Voilà un peu mon retour sur ce marathon des sables. Aujourd'hui, on est à J+7, je vous l'ai dit. C'est encore très frais, très difficile de prendre du recul. Peut-être que j'ai même pas très envie, j'ai aussi envie de prolonger cet instant. Pour être tout à fait franc, je pense au marathon des sables à peu près 200 fois par jour encore aujourd'hui, même si le retour à la réalité a été plus simple cette année pour moi que l'année dernière. Parce qu'il y avait moins de l'effet de surprise, je savais à quoi m'attendre en rentrant. C'est impossible de ne pas y penser de façon constante parce que beaucoup de choses nous renvoient à ces moments, notamment les images, les souvenirs, les messages qui fleurissent un peu partout. Moi, le fait que les épisodes aussi continuent de sortir après mon arrivée et mon retour. Donc voilà, tout ça nous renvoie beaucoup à ce moment très fondateur. Il m'arrive même de rêver encore que j'ai des étapes à courir, donc ça c'est pas une bonne surprise. Je suis très très content quand je me réveille parce que je me rends compte que c'est pas vrai, que c'est fini là, j'ai plus d'étapes bonus qui se cachent derrière une dune. Tout ça c'est terminé, donc je suis bien content de me réveiller. Donc ce marathon des sables, il est encore très ancré dans le quotidien et puis ça va sûrement durer encore et puis il s'effacera jamais vraiment. Ce sera pas la même intensité, mais voilà, moi je suis prêt à vivre avec parce que finalement ça me porte, ça me fait du bien. Donc voilà pour moi sur ce bilan de fin de marathon des sables, il a été très positif. Ça a été le cas pour beaucoup de mes partenaires d'aventure. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais en tout cas beaucoup de gens l'ont vécu de façon très positive. En tout cas moi, ça l'a été. Je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez témoigné avant, pendant et puis depuis l'arrivée et puis la sortie des épisodes sur lesquels vous me faites des retours géniaux. Certains me disent que c'est pas du tout pour eux et que ce que je leur raconte leur donne pas du tout envie. Et à l'inverse, il y en a plein qui semblent prêts à franchir le pas et décider. Donc voilà, à chacun de voir ou non son accomplissement dans le marathon des sables. C'est évidemment pas une finalité, mais moi je sais que ça m'a fait du bien, ça m'a accompli. Et puis si ça peut en accomplir d'autres, tant mieux. Et pour ceux qui se posent la question, qui auront envie et qui peuvent se le permettre, je vous invite vraiment à faire le grand saut. Vous n'avez pas toutes les réponses là aujourd'hui, mais vous les trouverez là-bas et vous saurez pourquoi vous l'avez fait. Ça a été pour moi un accomplissement majeur. Je sais pas quel sera le prochain défi. Est-ce qu'il sera d'une telle envergure ou pas? J'ai pas vraiment envie de le savoir. Il y en aura forcément d'autres, des différents. J'ai encore cette envie de me pousser dans mes retranchements et puis de vous le faire vivre autant que possible. Je suis déjà passé sur le marathon des sables du plus jamais à finalement c'était quand même jouable et puis tout était pas si compliqué. Et puis à l'étape d'après, à tous les coups, ça va être c'est quand qu'on y retourne. Je m'attends globalement à ce que le cheminement soit celui-là. On verra bien de quoi l'année 2024 sera faite. En tout cas, merci à tous pour vous qui avez rendu ce projet possible, tous les gens aussi de mon entourage qui ont contribué à me faire avancer un pas après l'autre. Je suis un autre homme depuis l'arrivée de ce MDS et j'espère surfer sur ce sentiment de plénitude le plus longtemps possible. C'est le mot de la fin. La page Marathon des Sables 2023 se tourne ici. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Course épique et puis à très bientôt pour de nouvelles courses en immersion. C'est un format que vous aimez et c'est un format aussi que j'adore faire, donc on va continuer, c'est une promesse. Je vous laisse avec la bande son de ce Marathon des Sables, un titre original d'Antonin l'Espagnol qui s'appelle Dromadaire. Antonin, il est en charge de la musique sur tout le Marathon des Sables et ce morceau, il a accompagné en douceur chacun de nos départs d'étape sur ce Marathon des Sables. Je vous laisse avec Dromadaire. À bientôt. Ça n'est pas si dur de plonger dans les vagues. Juste un peu l'allure pour ne pas boire la tasse. Ça n'est pas si dur de plonger dans les vagues et s'imaginer très loin, loin dans l'espace. Les astres, j'oublie et surtout j'efface